Et avec Olivier Allemand, le directeur de Campagne TV qui joue les guides touristiques pour vous cet été sur Europe 1. On va partir dans les Causses du Quercy. Si vous habitez la région et que vous avez envie de nous faire partager vos coups de cœur, si vous êtes en vacances là-bas en ce moment ou que vous y habitez à l'année, n'hésitez pas, 39 21, vous venez faire de la radio avec nous dans un instant. On part donc non loin de Cahors en fait, Olivier. Non loin de Cahors, le Quercy, pour vous situer, se couvre la superficie du département du Lot et de la partie nord, on va dire, du département du Tarn-et-Garonne, avec quelques petites incursions, avec quelques communes de l'Aveyron, de la Corrèze et de la Dordogne. Alors pour être encore plus précis, si je vous parle des villes de Cahors, de Montauban, de Montcuq, la fameuse ville, allez-y, allez-y, de Figeac ou de Rocamadour, vous situez à peu près. Surtout Montcuq, oui, c'est ça. À peu près, je vois bien où c'est. Alors justement, le charme de ce pays tient au fait qu'il repose sur un plateau de calcaire blanc qui, en fonction des altérations qui ont été soit liées à l'eau, soit à la géologie, propose des paysages variés avec des villages posés à flanc de roche ou soit des énormes cavités ou des grottes immenses que l'on peut explorer. Mais en Quercy, évidemment, le Quercy rime aussi avec gastronomie, puisque la nature offre des mets que tout le monde connaît, la truffe du Quercy, le safran du Quercy, l'agneau, le foie gras, et voire même la noix du Quercy. Voilà. Alors d'autres découvertes patrimoniales méritent le détour, qu'il s'agisse de l'histoire locale liée aux moulins. Il y a beaucoup de moulins dans ce pays-là. Ou encore le célèbre village de Rocamadour où se pressent aujourd'hui plus d'1,5 million de touristes par an. Classé plus beau village de France, évidemment. Rocamadour, on déguste aussi un petit peu de fromage. C'est vrai que c'est incontournable dans la région. Oui, ce village est vraiment connu du monde entier, alors que pour la petite info, il n'y a même pas plus de 600 habitants dans ce village. C'est vraiment tout petit, mais il faut avoir dans sa vie, comme les pèlerins à l'époque, arpenter les ruelles tortueuses de cette cité médiévale, et qui est justement posée sur une falaise abrupte qui domine la vallée de l'Alzou. C'est vrai que c'est absolument spectaculaire comme paysage. Le seul truc qui est dommage, vous l'avez dit, c'est qu'il y a plus d'1,5 million de touristes qui se pressent là-bas par an. Il faut plutôt y aller hors saison, honnêtement. Il faut plutôt y aller hors saison, et c'est vrai que même hors saison, dès mai, comme évidemment il y a beaucoup de gens qui font des pèlerinages, c'est quand même quelque chose qui est quand même très sur la route des pèlerinages. Ouais. Dès le Moyen-Âge, pour vous situer, ce qui est important là aussi dans ce village-là, le village est construit le long de la falaise abrupte sur 3 étages. Et chaque caste, en fait, habitait un des étages. C'est-à-dire que le haut était réservé pour les chevaliers, le milieu pour les hommes de foi, et la partie basse pour les travailleurs laïcs. Et justement, la répartition de tous les monuments qu'on peut découvrir sur cette cité médiévale de Rocamadour, justement, est étagée comme ça. C'est-à-dire qu'on retrouve le château de Rocamadour tout en haut. Forcément. On retrouve la cité religieuse avec pas moins de 7 chapelles, dont la plus célèbre est la basilique Saint-Sauveur au milieu. Et le reste, j'allais dire pour les gueux, en bas, près de la rivière. C'était l'idée, exactement. Et ce qui est aussi notable dans cette cité, c'est qu'elle a été entièrement restaurée au 19e siècle. Ça veut dire que, justement, la cité porte justement les vestiges et donne aux sensations et laisse aux visiteurs une sensation d'être monté dans une machine à remonter le temps. C'est vrai que on a cette sensation de pas avoir bougé pendant 19 c'est ça, siècle. On est directement au Moyen-Âge. Alors évidemment, on parle toujours des monuments prestigieux. Moi j'ai un coup de cœur parce que au-delà du château, au-delà des 7 chapelles, il y a des monuments moins connus à visiter, mais qui ont été souvent transformés en ateliers d'artistes, à l'image de la Maison de la Pommette, qui est la maison la plus ancienne de la cité amadourienne, qui est devenue justement un atelier d'artistes, l'atelier de Chantal Jean, qui est maître verrier. Et alors, ce qui est génial, c'est que vous passez devant son atelier, elle vous accueille, elle va vous parler d'abord de l'histoire de cette Maison des Pommettes, et puis en plus, elle va vous parler là aussi de son art de maître verrier, parce qu'elle a dans Rocamadour même, restaurer une bonne partie des vitraux des 7 chapelles. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce mélange entre tradition et modernité, et qui est au cœur même, en tout cas, de ce village de Rocamadour. Elle a l'air sympa, Chantal. Ouais. Elle est très sympa. Mais si justement vous aimez aussi les villages posés à flanc de roche, votre coup de cœur, puisqu'il s'agit de l'un aussi des villages préférés des Français, qui a été élu dans l'émission de Stéphane Bern, c'est le fameux Saint-Cyr, la Popie. Là aussi, extraordinaire. Ouais, là aussi, c'est extraordinaire. Et ce qui est spécifique encore, et ce qui fait le charme de ce village aujourd'hui, c'est ce qui se dégage des façades des maisons à tuiles plates et à toit pentu, qui sont situées en contrebas du fort de Saint-Cyr, parce que là aussi, elle reflète toute l'histoire artisanale et toute l'activité artisanale de ce village-là, puisque
on retrouve des arcades d'anciens tourneurs de bois, de chaudronniers, de potiers, c'est des tanneurs de peau. Qui travaillaient la peau, qui travaillaient la peau. Ça, les potiers. Les potiers. Et c'était vraiment la richesse de l'époque et de Saint-Cyr-la-Popie. Et Saint-Cyr comptait pas moins, par exemple, de 38 tourneurs de bois destinés à fabriquer les robinets de tonneaux à vin qui étaient transportés ensuite en gabarre, vous savez, ces petits bateaux à fond plein, sur la rivière du Lot jusqu'à Bordeaux. Donc c'est dire là aussi le passé artisanal de Saint-Cyr-la-Popie. Effectivement, avec aussi des paysages magnifiques là encore. Alors quelles activités vous nous proposez de pratiquer dans ce petit pays du Quercy? Alors comme le Quercy ne se réserve pas aux amateurs de patrimoine, de bonne chère ou de vin de Cahors, pour vous dégourdir les pieds et les jambes, direction donc le parc naturel des Causses du Quercy pour visiter une de ses particularités géologiques, le gouffre de Padirac. Je pense que vous avez tous entendu parler du gouffre de Padirac, mais personne... On est descendu dedans surtout. C'est vrai. Écoutez, justement, c'est une cavité de 35 mètres de diamètre, donc c'est vraiment un trou qui descend à plus de 103 mètres de profondeur et évidemment au fond. Il y a une rivière souterraine qui fait plus de 40 km de longueur. C'est le plus grand gouffre d'Europe. Et le bon plan, bien évidemment, c'est de le visiter et d'en prendre plein les yeux à barque pour apprécier évidemment la beauté époustouflante de ces cavités. Et je vous propose d'en parler avec Mathieu Jéglet, qui est géologue, qui est le chef d'équipe des guides du gouffre de Padirac et qui est avec nous en direct. Bonjour Mathieu Jéglet. Bonjour. Le gouffre de Padirac se visite facilement ? Alors en effet, tout à fait, il y a un très grand nombre de marches pour descendre, bien évidemment avec la grande profondeur, mais des ascenseurs ont été installés pour faciliter la descente. Donc les plus téméraires affronteront plus de 500 marches. Et les feignants prendront l'ascenseur. Exactement, je vais profiter des plus malins. Oui, ça marche aussi. Et ensuite, donc on se balade en barque. Alors tout à fait, c'est la grande particularité en fait de Padirac par rapport à énormément de cavités, c'est qu'on a une rivière encore active qui permet la promenade en barque d'une part, mais également une tradition a été conservée parce que la balade se fait à la rame. Donc des bateliers sont à l'arrière du bateau armés de leurs rames et donc servent littéralement de moteur et donnent également des informations géologiques et historiques sur le lieu. Alors, l'histoire du gouffre de Padirac elle remonte évidemment à très 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 longtemps. À quand remonte la formation de ce trou naturel ? Alors, d'un point de vue géologique, en fait, Padirac, c'est très complexe parce que ça s'étale sur des très grandes périodes de temps. On a plusieurs chapitres en quelque sorte. Par exemple, le premier chapitre pourrait être l'histoire de la roche, la formation du calcaire. Donc là, on va aller vers 170 millions d'années pendant la période jurassique, les dinosaures. Ensuite, on pourra avoir un autre chapitre beaucoup plus récent. Donc on appellerait le quaternaire, qui est le creusement, donc le creusement récent. Donc la formation réelle du gouffre et des galeries. Et cette fois-ci, on travaillerait sur les 2,5 millions d'années, ce qui à l'échelle géologique est très jeune. Ah oui, forcément. L'un des moments remarquables de la visite, c'est évidemment cette stalactite de plus de 60 mètres de haut. Donc en effet, la Pendeloque est un événement marquant en fait pour les visiteurs, car on va quitter les galeries dites sèches pour arriver dans les galeries humides. Donc le ruissellement va s'entendre, de nombreuses gouttes d'eau vont tomber, et ces gouttes d'eau ont au cours du temps apporté une grande quantité de calcite, le minéral qui compose le calcaire, et formé cette Pendeloque géante. Donc il faut vraiment imaginer une stalactite, mais dans des dimensions totalement incroyables, contrairement à ce qu'on peut voir habituellement dans d'autres cavités. Évidemment, 60 mètres de haut, c'est absolument énorme. Alors stalactite, c'est celle qui descend du plafond, et puis il y a aussi les stalagmites qui montent. Exactement. Avec un moyen mémotechnique pour s'en souvenir, une stalagmite avec un M, ça monte. Une stalactite, ça descend. C'est bien révisé votre SVT, toi. Merci Guillaume.